Salut les amis, je suis Dr JP Mouka. Réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui tente de décrypter des enjeux de développement en Afrique et en République démocratique du Congo à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. Le nombre de milliardaires en hausse et l'Afrique n'est pas en reste. La digitalisation de la justice au Maroc, autant d'escales africaines qui alimentent notre réflexion, mais en première escale, nous jetterons tout d'abord un coup d'œil sur le dossier d'appel d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers en République démocratique du Congo. Le gouvernement espère pas moins de 2 milliards, ou plutôt 2000 milliards de dollars de revenus. Voici les grandes lignes de cette nouvelle tournée africaine en une dizaine de minutes intitulée « Hydrocarbures, le grand décollage ». La question est posée. En tout cas, quoi que vous en pensiez, commentez, réagissez, abonnez-vous pour ne rien rater. Nous décollons donc comme souvent à partir de la RDC où, fin juillet 2022, le gouvernement lançait donc un appel d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Il faut noter que ces blocs sont disséminés à travers tout le territoire et il n'y a quasiment aucune province qui ne soit laissée de côté. Rappel, s'il en fallait encore, que la RDC est non seulement richement dotée en ressources naturelles, mais presque équitablement riche aussi à travers son immense territoire, contrairement à une certaine rhétorique qui voudrait que certaines provinces soient pauvres et que d'autres soient riches. Le gouvernement projette donc un potentiel de recettes pouvant atteindre les 2000 milliards de dollars américains et met en avant la détermination de la RDC à retrouver les moyens de sa politique de développement à travers l'exploitation et la rentabilisation de ses richesses naturelles, à l'instar de la Guinée équatoriale qui récemment encore était une entité négligeable dans le développement mondial, mais qui a complètement décollé depuis la découverte de son pétrole, ou encore l'Angola. L'Angola qui est passé d'un pays décimé par la guerre à un véritable bon élève du développement africain en à peine 2 décennies. Mais évidemment, tout le monde n'est pas tout à fait unanime sur la question et il y en a même qui se disent absolument contre, notamment les ONG. Et c'est le cas de la Dynamic Pole qui affirme, je cite, « craindre des enchères hypothétiques et risquées à la veille des élections générales ». Autrement dit, ce groupement d'ONG congolaises pense que le potentiel et surtout la rentabilité de ces blocs sont largement surévalués et ne prennent pas suffisamment en compte le temps qu'il faudra attendre avant de commencer à en récolter les premiers bénéfices, qui seraient plus ou moins de 10 à 15 ans. Mais surtout, pour ces acteurs de la société civile, le prix à payer serait trop grand. Je vous mets le papier dans la liste avec la liste complète des raisons en commentaire, juste en bas de la vidéo. Mais pour en citer quelques-unes, on pourrait évoquer notamment le risque d'endettement qui serait trop lourd, sans vraie perspective de revenus à court terme. Et voilà, revenus qui serviraient notamment à rembourser ses dettes. Donc vu que globalement dans le monde, on observe une tendance plutôt à tourner le dos aux énergies fossiles polluantes. Pour ces ONG donc, il y aurait de moins en moins de demandes, ce qui revient à dire de moins en moins de revenus réels, contrairement aux projections du gouvernement congolais qu'elles estiment un peu fantaisistes. Alors, les opposants à ce projet brandissent aussi la sempiternelle question du respect des lois en vigueur dans la procédure des appels d'offres, mais ils déplorent aussi ce qu'ils qualifient de contradiction dans l'attitude de la RDC par rapport à sa récente stratégie de positionnement en tant que pays solution, tel que récemment illustré lors de la COP26 à Glasgow. Alors, pour rappel, la COP26, 26e conférence sur le climat tenue en novembre
2021 à Glasgow, en Écosse. Et à cette occasion, la RDC s'était clairement positionnée comme pays solution au regard de la capacité des forêts congolaises à absorber les émissions globales de CO2. En des termes simples, la RDC s'engage à protéger son écosystème forestier, y compris la forêt équatoriale, mais aussi les tourbières, pour absorber la pollution des pays industrialisés, souvent eux de gros pollueurs. Le tout, évidemment, en contrepartie d'un gros chèque. Plusieurs questions fondamentales se posent donc. Le projet tel que présenté par le gouvernement congolais est-il vraiment convaincant? Après autant d'années d'exploitation des minerais et même des ressources pétrolières, notamment dans la région de Moanda, et des revenus de ces exploitations générés déjà, quels développements convaincants ont été enregistrés? Combien de villages ont été développés? Pour quelle justice sociale? Pour quelle responsabilité sociale, ou mieux, responsabilité sociétale des entreprises, RSE, en faveur des populations spoliées de leurs terres? Terres souvent résidentielles ou agricoles, mais en tout cas très souvent unique moyen de survie pour ces populations. Mais quand bien même les précédentes actions des gouvernements congolais aient été irresponsables ou en tout cas jugées en tant que telles envers les populations assises sur ces richesses naturelles, est-ce pour autant que la RDC doive se voir dépouillée de sa souveraineté, celle de choisir sa voie du développement à son rythme, selon ses besoins et avec les richesses, qu'il ce soit des richesses fossiles ou non? Et que dire alors des pays occidentaux, grands chantres des énergies propres, qui, depuis la crise en Ukraine, reviennent au galop vers les énergies polluantes, par exemple le charbon ou encore le gaz de schiste, pour que leur population ne meure pas de froid l'hiver prochain? Pourquoi donc serait-il acceptable que l'Occident pollue la planète pour répondre à ses besoins et contre ses propres principes de lutte contre le réchauffement climatique, mais que la RDC, elle, ne soit pas assez souveraine pour exploiter ses richesses comme et avec qui elle le souhaite? Mais ça à se demander donc, où est passée la très chère Greta pendant que son continent s'emploie à rétrograder les progrès de l'humanité par la réouverture des centrales à charbon, la protection de la planète? Est-ce que ce serait juste important en temps de paix lorsque l'Occident est tranquille? Et les Africains alors, qui non seulement vivent dans un quotidien de guerre, souvent factice d'ailleurs depuis des décennies et entretenu par vous savez qui, mais les Africains, eux, qui ont un besoin vital de leur forêt, pour se nourrir notamment, pour se chauffer, bref, pour survivre tout simplement. Mais on va peut-être conclure cette escale sur une petite question: où est passée l'opposition politique en République démocratique du Congo dans tout ça? Pourquoi ai-je l'impression qu'il n'y a que la société civile qui formule des critiques ou des contre-propositions à ce sujet? Mais ça, j'y reviendrai probablement bientôt dans un de mes partis pris pour parler des réactions des uns et des autres sur la scène politique et économique de la RDC. On enchaîne donc cette tournée africaine sur un tout autre sujet, avec cette actualité inspirante ou déprimante. C'est selon vos aspirations au capitalisme débordant ou non. Bref, selon que vous pensez que l'accumulation illimitée de richesses est une bonne chose ou non. Eh bien, le cabinet WealthX, basé à Singapour, a récemment publié en ce mois de juillet 2022 son dernier recensement des milliardaires sur Terre. Figurez-vous, il en ressort que fin 2021, l'Afrique comptait 46 milliardaires ayant une fortune cumulée de 104 milliards de dollars.
on peut y voir que le nombre de milliardaires est en hausse presque partout à travers le monde, sauf en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. Alors, certes, l'Afrique est loin d'être la région au monde comptant le plus grand nombre de milliardaires, car les 46 milliardaires africains ne pèsent que 1% à l'échelle mondiale. C'est donc peanuts, des cacahuètes si vous me passez l'expression, les plus dominants et de loin étant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie avec à peu près 30% chacun. Bref, tout ceci démontre à quel point le fossé se creuse dangereusement entre riches et pauvres. En gros, pendant que ce beau petit monde boit du petit lait, il convient juste de rappeler que dans l'ensemble des pays pauvres, et Dieu sait qu'une grande partie de ces pays pauvres se trouve en Afrique, eh ben, ce sont 5 millions de personnes qui meurent chaque année faute d'accès aux soins de santé. C'est 67 000 femmes qui meurent chaque année des suites des mutilations génitales féminines. 2 millions de personnes meurent de faim chaque année. 230 000 personnes seront victimes de la crise climatique chaque année d'ici à 2030. Bref, si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis le très édifiant rapport d'Oxfam en description de cette vidéo, juste en bas. N'hésitez pas à vous procurer gratuitement ce plaidoyer pour l'égalité mondiale. Je vous promets que vous réfléchirez à 2 fois si jamais vous êtes tant obsédé par l'accumulation illimitée des richesses. Arrêtons-nous maintenant brièvement au Maroc, chers amis, pour constater et saluer quelques avancées vers la digitalisation de la justice. En effet, fin juillet 2022, un mémorandum d'entente fut signé entre le ministère de la Justice et celui de la transformation numérique au Maroc. Il s'agit concrètement pour le ministère du numérique d'accompagner le ministère de la Justice dans l'utilisation des plateformes numériques participatives et la numérisation des procédures judiciaires. Par exemple, les avocats sont désormais capables d'effectuer des demandes de notification et d'exécution ou des retraits de copies de jugement complètement en ligne, ce qui devrait notamment éliminer des lenteurs dans le cycle de la justice causées entre autres par des non-comparutions de prévenus sous prétexte que les notifications n'ont jamais été délivrées ou ne l'étaient pas en bonne et due forme. Mais un des aspects les plus encourageants de cette démarche, c'est l'implication des acteurs concernés en amont et à chaque étape du déploiement de cette technologie. Par exemple, la création d'un portail numérique dédié aux avocats à travers lequel ils peuvent effectuer un certain nombre de procédures relatives à leur travail et à leur corporation. L'avantage, évidemment, serait d'une part familiariser les concernés à l'usage du numérique, mais d'autre part, susciter le besoin. Ainsi, les acteurs principaux de la chaîne judiciaire, ils auront à travers cet exercice l'opportunité de faire des remarques concernant certains aspects de leur travail qui ne seraient pas suffisamment pris en compte par l'outil numérique. C'est somme toute infiniment mieux qu'un logiciel imposé ou offert par je ne sais quel partenaire de la communauté dite internationale sans jamais consulter les acteurs principaux et qui seraient donc condamnés à souffrir de sabotage et autres dysfonctionnements. Un pas important donc vers la notion même de justice numérique qui reste un idéal certes, mais chaque pas pouvant rapprocher un État de la justice numérique reste un pas à saluer et il en demeure. Des questions fondamentales doivent être sérieusement traitées au préalable. Les réalités du numérique doivent être suffisamment prises en compte dans la législation en vigueur. Par exemple, l'acceptation et la validation d'accusés-réception numérique, de signatures digitales, l'acceptabilité des preuves numériques. Est-ce que votre législation reconnaît par exemple l'email comme une preuve acceptable au cours d'un procès?
Et quelles sont les compétences à la disposition de l'appareil judiciaire pour empêcher ou détecter la falsification de documents, surtout lorsque l'on sait avec quelle facilité un document peut être falsifié aujourd'hui à travers des logiciels tels que Photoshop ou d'autres. On a tous vu par exemple des incendies pour le moins suspects, des casses, des braquages spectaculaires ou de vols rocambolesques de documents qui auraient pu ou qui auraient dû servir de preuve dans un grand procès par exemple. Eh bien, le numérique n'est pas non plus à l'abri de tels risques. Quelles sont donc les mesures prises pour sécuriser les données? Question qui devrait être posée et qui devrait nous faire réfléchir dans la conception des systèmes digitalisés vers une justice numérique. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez des exemples de pays africains suffisamment avancés dans ce secteur? Est-ce que vous êtes un prestataire de services dans ce domaine, par exemple? J'aimerais, dans ce cas, vous entendre, avoir de vous un retour d'expérience, retour de terrain et vos commentaires. Voilà, ici donc s'achève cette tournée africaine en une dizaine de minutes. Abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez. Essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau numéro et je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.